Bonjour à tous et bienvenue. Ce mois-ci, nous dédions les talks au sujet de l'assurance et de la mobilité. Et pour lancer cette série, nous allons nous concentrer sur les transformations de l'assurance face aux tendances de la mobilité. Pour échanger sur le sujet, je suis ravi d'accueillir Michel Delabellière, associé assurance chez Deloitte, et Emmanuel Léry, directeur marketing et labo chez AXA Direct Assurance. Bonjour messieurs. Bonjour Bonjour. Vincent. Comme vous le savez, ces talks sont proposés par le Mobility Club, cercle privé qui permet aux corporates d'être mieux connectés aux startups, de la mobilité et de la smart city, mais aussi de les aider à décrypter les grandes tendances de ces deux secteurs. Maintenant, vous le savez, tout au long de ce talk, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat et poser vos questions dans la section dédiée. Michel, Emmanuel, avant de vous poser quelques questions, je vous propose de vous présenter. Peut-être, Emmanuel, on peut commencer par toi. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis directeur marketing et labo, en fait, depuis peu, directeur marketing et expérience client chez Direct Assurance. Voilà, ça fait maintenant 11 ans que je suis dans le groupe AXA d'une manière générale et très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Merci. Et pour ma part, donc Michel Delabellière, je suis effectivement associé dédié au secteur de l'assurance chez Deloitte et également en charge plus largement du secteur financier. Depuis maintenant 25 ans que j'exerce dans le conseil et toujours chez Deloitte, j'ai pu voir un certain nombre d'évolutions dans le monde de cette industrie et celle qui s'annonce autour de la mobilité, je pense, est une des plus passionnantes qu'on ait eu à connaître depuis les 10 ou 15 dernières années. Complètement, complètement. Peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, Emmanuel, une première question pour toi. Comment les assureurs peuvent-ils accompagner la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement et surtout plus vertueuse? Alors, c'est vrai que c'est évidemment une tendance absolument majeure, hein, la tendance de faire plus attention à son environnement, de la protection de l'environnement d'une manière générale. Eh bien, en fait, nous, chez Direct Assurance, on est très, très volontariste dans ce domaine et on veut évidemment contribuer tant que l'on peut à la transition écologique et à une meilleure protection. Alors, dans ce cadre-là, euh, il y a notamment une initiative qu'on est en train de pousser en ce moment. C'est une initiative autour de ce qu'on appelle les pièces de réemploi. Comme vous le savez sans doute, quand on a un accident, eh bien parfois le véhicule, il est économiquement irréparable. Donc ça, c'est évidemment un vrai sujet parce que du coup, ça crée une épave. Bon, c'est pour le client, c'est pas pratique parce il faut acheter une nouvelle voiture, etc., etc. Eh bien, en utilisant des pièces de réemploi, ça nous permet de faire baisser le coût des pièces détachées et donc de faire baisser le coût de réparation des voitures. Et il y a notamment pas mal du coup de voitures qui ne sont plus économiquement irréparables, elles deviennent économiquement réparables. C'est-à-dire que c'est moins cher de les réparer que de les remplacer. Et donc, ça nous permet, par ce biais-là, d'avoir un impact positif, d'abord pour l'expérience client, parce que c'est plus simple pour récupérer sa voiture, on est quand même content. Écologiquement, c'est aussi beaucoup plus favorable. Puis financièrement, pour tout le monde, c'est aussi favorable. Alors, ça fonctionne évidemment pour les véhicules qui sont économiquement irréparables. Ça fonctionne aussi pour tout type de réparation, évidemment, également. Et je dirais que dans cet ensemble, l'autre élément qui est assez positif, c'est que ça protège, on le dit, l'environnement, mais ça protège également l'économie locale, parce que fatalement, quand on remplace par des pièces neuves, elles sont fabriquées ici ou là. Quand on répare, là, on est tout à fait certain que c'est réparé localement. Donc c'est vraiment un élément très gagnant-gagnant pour le client, pour l'environnement, pour l'assureur, et puis également pour l'économie locale. Donc ça, c'est un point très important que l'on pousse avec force. Et puis, nous, ce que l'on étudie actuellement, mais je ne vous en dirai pas beaucoup, je vais plutôt vous donner rendez-vous, c'est aussi une offre plus particulière pour les véhicules électriques et hybrides. Ça aussi, évidemment, c'est la protection de l'environnement. Et ça, je vous donne rendez-vous pour vous en dire plus au mois de septembre. Ok, merci pour ce teasing. Donc, on parle de voitures. Justement, il y a eu beaucoup de transformations autour de la voiture, notamment la voiture à l'usage versus la propriété. Michel, une question pour toi. Quelle perspective pour l'assurance à l'usage, justement, par rapport au modèle dit permanent en matière de mobilité?
L'analyse de Deloitte, c'est qu'on va avoir, en tout cas dans les pays riches, 4 modes de mobilité qui vont coexister avec chacun un mode d'assurance qui répond à la question que tu évoques sur les perspectives. Le premier, évidemment, c'est le mode actuel, c'est-à-dire qu'on a un véhicule individuel conduit par une personne. Là, on a l'assurance telle qu'on la connaît. Il y a effectivement l'assurance à l'usage qui s'est développée, mais en prenant une part qui est encore très très restreinte dans le marché. Et Direct Assurance a un de ces exemples. L'usage, c'est soit combien je conduis ou comment je conduis avec UDrive. On pense que cette partie-là, elle va rester relativement stable parce que d'abord, l'essentiel des propriétaires de voitures sont des gens qui sont plus âgés, je dirais, que la moyenne. Alors, plus âgés, ça veut dire au moins 30 ans et plus, et qui ont pris un certain nombre d'habitudes sur lesquelles il n'est pas toujours facile finalement de revenir. Il se peut que l'arrivée programmée des boîtiers dans les voitures fasse sauter un obstacle technique à ce type d'assurance à l'usage, mais ce n'est pas encore complètement avéré, ça prendra quelques années. La deuxième mode de mobilité, c'est le véhicule personnel, mais la voiture autonome. Donc là, on est vraiment dans le même mode d'assurance. Un propriétaire qui rassurera sa voiture, la seule chose qui pourrait évoluer, c'est qu'il y aura l'assurance de l'entreprise qui a fabriqué le système d'autonomie, mais là, on est plutôt sur l'assurance de responsabilité civile d'entreprise. Le troisième mode, c'est le mode qu'on voit déjà, c'est celui de la mobilité partagée avec un véhicule personnel ou un véhicule de flotte. Il y a un certain nombre d'entreprises qui le font déjà, conduit par une personne. C'est là où on voit vraiment, et on va voir l'essor de l'usage, l'assurance à l'usage, à notre avis, qui va être effectivement, en revanche, une assurance de flotte. Ça peut être une assurance purement individuelle et l'usage pourra s'exprimer soit par un kilométrage, soit parfois par le chiffre d'affaires, puisqu'on sera dans cette logique d'assurance d'entreprise et d'assurance de flotte, qui est un changement majeur pour les assurances, parce que ce n'est plus le mode de distribution que l'on a connu, et ce n'est plus non plus le même pouvoir de négociation que l'on connaît aujourd'hui quand on s'adresse à une grande entreprise plutôt qu'à un particulier. Et enfin, il y aura l'ultime évolution, c'est celle d'avoir des véhicules complètement autonomes, partagés, et là aussi, on sera vraiment complètement dans le modèle de flotte. En termes de perspective, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nos analyses montrent une bascule autour de 2030. Alors, c'est évidemment approximatif, ça peut être entre 2030 et 2035, où sans surprise, la mobilité partagée va commencer à prendre une part très sensible, entre un tiers et la moitié, des besoins d'assurance sur le marché, sachant qu'il faut regarder à plus près, parce que ces évolutions, elles ne vont pas avoir lieu au même rythme si on est urbain, où là, dès 2030, on va avoir une très grosse majorité potentiellement de la mobilité qui se fera en mode partagé et donc avec une assurance à l'usage, soit individuelle, soit une assurance de flotte. Là où dans des modes plutôt et environnements plutôt ruraux, pour le coup, en 2040, on sera encore très 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 largement sur des modes traditionnels. Globalement, en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'après 2040, très probablement jusqu'à 80% des besoins d'assurance auront complètement basculé par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, à savoir on sera dans des modes d'assurance plutôt autour de la mobilité partagée, autour d'assurance de flotte et beaucoup moins dans une assurance telle qu'on la connaît actuellement avec je paye une prime, je suis assuré en permanence pendant une durée donnée pour mon véhicule. Ok. Et si je puis me permettre, c'est vraiment intéressant parce que la crise sanitaire récente, elle rebat un petit peu les cartes aussi. Enfin, elle remet encore, je vous dirais plutôt une pièce dans la machine à l'évolution sur ces tendances-là, parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en conflit. Il y a effectivement des tendances longues où on parle de mobilité partagée. Il y a aussi des tendances plus récentes où voilà les gens ont envie de regagner de l'espace, donc habitent plus loin. Donc, ont envie aussi, du coup, de retrouver leur espace perso, leur bulle, et donc de retrouver un véhicule individuel. Hein, ça, c'est un appétit qui renaît. Donc, il y a plusieurs tendances qui ne vont pas toujours dans le même sens. En revanche, ce que je peux vous partager, c'est que on constate, et c'était sur ta première tendance, Michel, que sur la partie Pay as you drive ou Pay how you drive en termes d'assurance auto, il y a vraiment une très très belle dynamique actuellement. Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on observe sur notre produit qui s'appelle UDrive, je pense qu'il est le leader sur ce segment. Donc, on voit une croissance à 2 chiffres
de notre portefeuille en ce moment, parce que voilà, les modes de consommation de la mobilité ont changé. Je pense que les clients ont très envie d'être au plus près de leur véritable consommation. Donc, il y a le nombre de kilomètres qui joue. Et puis, il y a aussi la façon de conduire qui joue, parce que voilà, ils veulent être aussi responsabilisés, parce que dans le fond, tout le monde est gagnant, hein. S'ils conduisent avec les bons critères de prudence, c'est bon pour eux-mêmes, pour leur santé et pour la prévention des accidents qui pourraient se faire à eux-mêmes ou aux autres, mais ça sera aussi bon pour leur portefeuille puisque ça leur permettra d'avoir une réduction de tarif. Enfin, dans le cas de notre produit UDrive, nos clients peuvent avoir jusqu'à moins 50% de leur prime d'assurance, donc c'est extrêmement significatif. Et donc c'est ce qui explique, je pense, cette dynamique actuelle, d'autant plus qu'elle peut répondre à des besoins, c'est vraiment des produits de solutions, notamment évidemment pour les jeunes conducteurs. Ça c'est très fort parce qu'ils ont des primes élevées, donc ça permet de modérer ces primes. Mais aussi, et j'ai eu ce cas très récemment avec un ami qui rentrait de l'étranger, il était plus assuré depuis longtemps et donc qui était considéré comme ce qu'on appelle sans antécédent, donc de nouveau une prime élevée. Ça c'est des pratiques de marché, hein, des pratiques de place. Et donc, une solution UDrive ou PS UDrive permettait de lui réduire très significativement sa prime. Donc, c'était vraiment une solution à son sujet et pas juste consommer de l'assurance auto parce que c'est obligatoire. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il y a une vraie dynamique sur le marché sur le PS UDrive. Et en tout cas, nous, côté Direct Assurance, on va vraiment essayer d'accompagner ce mouvement assez fortement. Ok, merci, hyper intéressant. Tu parles d'innovation en fait dans les modèles d'assurance. Est-ce qu'il y en a aussi sur la partie de la relation client? Voilà, je sais que c'est très important aujourd'hui à l'ère à l'ère du digital notamment. Oui, oui, absolument. Alors, moi, je suis extrêmement convaincu que l'expérience client, c'est ce qui va faire la différence hein, entre les différents compétiteurs. Et d'ailleurs, les nouveaux entrants sur le marché de l'assurance en ligne ne s'y trompent pas et sont en fait avec nous hein, sur ce segment, ou cette approche plutôt de l'expérience client pour se différencier. Donc nous, on est complètement à l'avant-garde du sujet aussi. On a complètement bouleversé tous nos parcours clients, nos parcours digitaux, de la souscription au sinistre. Et d'ailleurs, on a été récemment récompensé par Google pour avoir les meilleurs parcours de souscription digitaux. Donc ça, c'est un élément important, que ce soit sur la partie auto ou que ce soit sur la partie MRH. Pourquoi parce qu'on veut avoir évidemment un parcours, une expérience qui soit fluide et surtout qui soit très simple. Ça, je pense que c'est vraiment un élément clé en termes d'expérience client, c'est que l'assurance, bon voilà, on n'a pas forcément toute la bande passante pour se concentrer très longtemps là-dessus quand on est client. C'est pas forcément le sujet de passion de tout le monde. On est prêt à l'accepter, même si nous on aime beaucoup évidemment l'assurance. Et donc, nous notre rôle, c'est aussi de rendre l'assurance simple, facile, compréhensible. Donc, on est très attentif à la pédagogie. Donc, on a vraiment revu nos parcours pour qu'ils soient simples, pour qu'il puisse y avoir toujours des éléments de pédagogie à chaque grande étape. Et puis, pour que ça soit très fluide, c'est-à-dire que ça soit vraiment complètement intégré entre les différents canaux. Donc, intégrer Internet, intégrer téléphone. À tout moment, on peut appeler un conseiller si on veut avoir plus de détails. Et le conseiller saura déjà où est-ce que le client en est de son parcours de souscription ou sinistre, s'il s'agit de sinistre. Mais aussi sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit WhatsApp, que ce soit Messenger, voilà, on est présent parce que ça dépend du besoin du client, sur le moment. Il peut avoir aussi des besoins différents en fonction du moment. Et typiquement, le téléphone, c'est extrêmement commode et on s'attelle à y répondre très vite et bien. Mais les réseaux sociaux, ça peut être aussi très commode. Si on n'a pas 5 minutes ou 10 minutes devant soi, on pose la question et on a la réponse dans l'instant et on peut y répondre 1 heure après si ça nous arrange. Voilà. Donc ça, c'est là où on est très attentif, où on innove en permanence et on revoit nos parcours en pensant client toujours. Okay. Pour corroborer ce que tu dis, effectivement, en tant qu'observateur du marché, c'est un des domaines dans lequel les assureurs avec qui on échange prévoient le plus d'investissement autour des budgets digitaux, évidemment. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles il faut investir, mais c'est un des domaines prioritaires, toute cette gestion et cette intégration, comme tu l'évoques, qui est absolument critique. Ça ne sert à rien d'avoir 15 canaux s'ils ne se parlent pas entre eux. Exactement. Et puis peut-être un dernier point, parce que
Désolé si je déborde un peu, hein, d'un point de vue timing, mais c'est important parce qu'on parle expérience client. On ne peut pas parler expérience client si on n'écoute pas le client. Et ça, c'est aussi une donnée très très importante pour nous. Bah, c'est d'avoir des feedbacks en permanence des clients, qu'ils soient spontanés, proactifs, qui viennent des clients par les réseaux sociaux, par les notes ou les scores qu'ils peuvent nous donner à tout moment, ou qu'ils soient proactifs de notre côté. On va à chaud et à froid, constamment leur demander leur avis, les collecter, les analyser et nous améliorer sur la base de ce que nous disent nos clients, pas juste de ce qu'on pense nous dans le coin. Entendu. Merci. Maintenant, je vous propose de prendre quelques questions. Michel Graal de Chinson se demande comment prendre en compte finalement le sujet de l'autonomie des véhicules et comment peut se faire le partage de responsabilités. Michel, si tu veux prendre cette question peut-être. Le partage de la responsabilité avec l'autonomie des véhicules. Alors ça, c'est une vraie question. D'abord, il y a peut-être un premier point qui est l'autonomie des véhicules. Ce n'est pas binaire. Je pense que la plupart des auditeurs le savent. Il y a un certain nombre de degrés. Et tant qu'on n'est pas arrivé à l'autonomie absolue, le conducteur reste le principal responsable. Donc, in fine, c'est ça qui va être le juge de paix. Et donc, on restera finalement sur un mode d'assurance encore qui est celui que l'on connaît aujourd'hui avec la responsabilité civile du conducteur. La question sur l'autonomie complète, à ce moment-là, se posera dans plusieurs années. Elle sera, je pense, essentiellement portée par le fabricant. Alors, le fabricant en tant que tel, ou alors, ce qui est le plus logique, et puis qui pourra éventuellement avoir ses sous-traitants qui auront fourni le système d'autonomie. Mais le partage dans un premier temps, et pour un certain nombre d'années encore, je pense, restera essentiellement la responsabilité du conducteur qui doit rester en maîtrise de son véhicule. Ok. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Il me semble que c'est assez clair. Peut-être maintenant une autre question de Jean-Charles Guillet qui se demande, voilà, enfin, qui pose la question sur quelles sont vos vues finalement sur l'assurance et la mobilité douce, les vélos et les trottinettes. Quelles sont vos positions pour ces modes de déplacement? Peut-être je vais vous donner un chiffre, puisque pour reprendre la bonne pratique qu'évoquait Emmanuel, on a posé la question aux Français lors d'une étude qu'on a faite en 2019, en leur posant la question de savoir s'ils étaient prêts à souscrire une assurance mobilité globale. Donc vous allez chez un assureur et puis vous payez X euros pour être assuré que vous preniez une trottinette, une voiture, un vélo ou tout autre mode de... Alors, le format ne se prête pas forcément à la devinette, mais les résultats, 12% des Français répondent tout à fait, 47% répondent oui plutôt, et le reste, à peu près 40%, répond non pas du tout ou non plutôt pas. Alors, ce que l'on sait dans ces sondages, c'est que les vrais convaincus, ce sont ceux qui répondent oui tout à fait. Donc, on voit qu'avec 12%, on est encore loin d'un marché qui est suffisamment profond pour que une offre s'installe. Donc, ça va probablement être un test d'abord, puis un marché de niche, avant de devenir quelque chose de plus large. Et pour revenir sur mon point d'environnement, ça restera évidemment une niche plutôt en milieu très urbain, puisque dans des milieux plus périurbains ou ruraux, la voiture restera le mode de locomotion évidemment prédominant. Tout à fait exact. Et moi, j'invite juste tout le monde à bien faire attention pour ceux qui pratiquent ces modes de transport. C'est effectivement de bien faire attention à leur couverture, couverture d'assurance si jamais il y a un accident, donc pour quelqu'un d'autre, pour un tiers, ou pour soi-même si on est blessé. C'est toujours ça qu'il faut regarder dans ces polices. En revanche, un point pour rebondir sur ce point-là, et puis pour rebondir également sur ce qu'on évoquait sur la relation client, c'est que toute activité, toute assurance de mobilité sur les trottinettes, les vélos, etc., devra forcément passer par un système digital. Donc, soit pour un assureur en B2B, 2C, c'est-à-dire passer un partenariat avec un des opérateurs de trottinettes, de vélos, de voitures partagées éventuellement, soit d'avoir une offre digitale qui puisse être extrêmement facilement souscrite. Mais ça va très loin, puisque ça veut dire que l'offre digitale, c'est la souscription, c'est à l'information aussi pour savoir ce dont j'ai vraiment besoin. Et puis, c'est au moment du sinistre également. Je n'imagine pas qu'on puisse traiter exactement de la même manière
un sinistre sur un moyen de locomotion plus nouveau comme les trottinettes ou les vélos que comme on le fait aujourd'hui sur une voiture. Il y a peut-être plus facilement du corporel si on se fait mal en trottinette ou si on renverse quelqu'un en trottinette à pleine vitesse. Et il n'y a pas encore, à ma connaissance, de constat amiable pour ces nouveaux modes de locomotion comme on le connaît bien pour la voiture. Tout à fait. Et justement, voilà, face à l'évolution de ce paysage de la mobilité, mais aussi assurantiel, il y a Jérôme Tal de Total qui se demande est-ce que vous voyez de nouveaux acteurs autres que les banques traditionnelles et les assurances qui peuvent prendre une place significative dans ces nouveaux modes d'assurance d'une part? Si oui, quelle typologie? Est-ce qu'ils peuvent collaborer avec des startups notamment? Alors peut-être un mot là-dessus. Euh, à ce stade, les grands acteurs restent quand même ceux qui savent gérer et pricer du risque. Donc derrière, c'est effectivement des compagnies d'assurance, hein, qu'elles soient indépendantes, donc les grands acteurs, ou que ce soit des filiales de groupes bancaires. Maintenant, ce qui arrive beaucoup, c'est que la distribution de ces produits d'assurance puisse être faite en partenariat. Et du coup, ça permet de toucher plus facilement les clients, de sensibiliser aussi plus facilement le grand public sur les problématiques de risque qui peuvent évoluer avec l'évolution des modes de mobilité. Mais après, donc si la distribution peut être plus variée, plus simple que purement assureur ou banque, derrière sa distribution, la personne qui gère, ça reste une compagnie d'assurance toujours. Hein. Oui, absolument. Il y aura effectivement, et après, on voit des startups, les InsurTech, qui se positionnent sur l'assurance à l'usage. Bon, déjà, il y a effectivement beaucoup de créations, et puis tout le monde ne réussit pas à devenir un équivalent de Lemonade avec la notoriété et la puissance financière. Il y aura certainement plusieurs modes de distribution qui vont se faire en fonction à nouveau de comportements clients qui deviennent de plus en plus différenciés. À nouveau, j'imaginais et j'évoquais tout à l'heure le urbain, périurbain, rural. On voit aussi, nous, dans nos études et nos analyses, une très forte déconnexion entre les comportements d'achat des plus de 35 ans et des moins de 35 ans. En termes de digital, en termes de partage des données, qui est un élément très important également pour avoir une expérience client très simplifiée en assurance, et puis en mode évidemment d'adoption de mobilité. Donc, on peut imaginer une plus grande fragmentation des usages avec des assureurs qui pourront se positionner sur des hyper niches et y prospérer tout à fait. Entendu, très clair. Je propose de prendre une dernière question avant de conclure. Voilà, je vois qu'on a largement dépassé le timing. Laurent Cochère de Deloitte, qui se demande, voilà, vous parlez d'assurance à l'usage pour des véhicules partagés, et pourtant l'expérience récente montre que les assureurs ils sont réticents à proposer des contrats sur ce type d'usage. Quelles sont les raisons et comment progresser? Je ne sais pas si Michel, tu veux en dire un mot? Je peux, comment dire, je peux initier la réponse. Alors, ce qu'il faut avoir, c'est en tête, c'est que l'assureur fait partie des rares secteurs où vous vendez le produit avant de savoir combien ça va vous coûter. Puisque la prime d'assurance, elle peut être, entre guillemets, un gain net si vous n'avez pas de sinistre, et elle peut être une cause de perte très importante si vous avez un sinistre très important également. Donc, tout l'enjeu, c'est d'avoir confiance dans les données, l'historique des données qui permet d'avoir une assurance raisonnable, que le prix que vous demandez pour une prime d'assurance va couvrir l'ensemble des sinistres que vous devrez payer à la communauté de vos assurés. Donc la réticence, elle vient aussi de l'absence de recul sur ce secteur et sur ce segment-là, qui fait que il y a encore un élément de pari important. Donc, on comprend que les assureurs y aillent prudemment, le temps d'avoir un peu plus de recul avant de mettre des capitaux en quantité sur la table.
Oui, puis bon, effectivement, tu as raison, Michel, c'est vraiment c'est évidemment un élément clé. On a besoin de données pour pricer correctement et aussi pour pricer juste, parce qu'il ne faut pas après venir soit avec un truc qui nous met en risque, soit avec un prix qui serait tellement exorbitant que ça ne sert à rien et que ça n'a plus ça ne crée plus d'appétit. Donc ça c'est évidemment très important. Et puis l'autre chose que tu mentionnais, Michel, c'est que aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait de la réticence, mais c'est qu'en fait, le marché n'est pas encore très large. Donc, il y a aussi une question de se concentrer sur les principaux besoins, je dirais. C'est pas de vrais ou de faux besoins, mais les principaux besoins des clients. Et aujourd'hui, ils ne sont pas encore complètement là. Mais je pense que nous-mêmes et nos collègues assureurs, on sera tout à fait prêts à accompagner le mouvement au fur et à mesure s'il se concrétise. Entendu. Merci à tous les deux. Je vous propose de conclure. Merci pour cet échange très riche et merci à tous d'avoir suivi ce talk. La semaine prochaine, on accueillera Pierre Stanislas, fondateur et CEO de WeLove, qui viendra nous donner ses vues à propos de l'innovation en termes de business model, de l'assurance et de l'expérience client. Merci à tous et à bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci Vincent, au revoir. Au revoir.